Que se passe-t-il? Soldats, soyez les bienvenus au Guns Fans Club. Aujourd'hui, nous allons parler du prédécesseur des armes russes les plus célèbres de l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, son héritage vit dans nos armes et sur les champs de bataille. Alors, parce qu'il était temps, bienvenue à tout ce que vous devez savoir sur le SBT-40. Le SBT-40 a commencé à être conçu au début des années 1930. Lorsque Fyodor Tokarev renonce à concevoir un fusil semi-automatique à culasse simple blowback et se concentre sur les systèmes à emprunt de gaz, Staline avait un grand intérêt pour les fusils semi-automatiques. Ainsi, en 1935, il lance un concours de concepteurs pour standardiser un fusil semi-automatique dans l'armée. De ce concours, le fusil conçu par Sergueï Simonov est sorti vainqueur, et il a été adopté l'année suivante sous la désignation automatique Simonov 36. Les problèmes de l'automatique Simonov ont commencé à se manifester rapidement. C'était un fusil très lourd, peu fiable et avec un recul monstrueux. C'est pourquoi un autre concours de conception a été organisé, auquel ont participé Tokarev et Simonov, avec leurs modèles respectifs améliorés. Cette fois, le fusil Tokarev l'a emporté. Ce dernier a été approuvé pour la production sous le nom de SBT-38, et on s'attendait à ce qu'il devienne le nouveau fusil standard de l'armée rouge. Des plans de production ambitieux ont été établis, prévoyant environ 2 millions de fusils par an, pour 1943. La production a commencé à l'usine d'armes de Toula, en 1939. Le SBT-38 a été utilisé pour la première fois pendant la guerre d'hiver, le conflit opposant l'Union soviétique à la Finlande. La réaction initiale des troupes face au nouveau fusil a été très négative. Ils le trouvaient trop long et encombrant, difficile à entretenir et doté d'un mécanisme compliqué, et en plus les chargeurs tombaient souvent tout seuls. Certains de ces problèmes peuvent être attribués au manque d'entraînement et à un mauvais entretien de la part des troupes, mais d'autres étaient, de toute évidence, des défauts de conception. Cependant, concernant le tir, il a montré d'excellentes performances. La production du SBT-38 a cessé en avril 1940 après qu'environ 150 000 exemplaires aient été fabriqués. En même temps, une version améliorée, appelée SBT-40, est entrée en production. Le SBT-40 était une conception plus légère et raffinée, incorporant un système de fixation de chargeur amélioré. Le garde-main et la crosse formaient une seule pièce, et la baguette de nettoyage était rangée sous le canon. D'autres modifications ont été apportées pour simplifier grandement la production. La production a commencé en juillet 1940 à Toula, puis elle a été poursuivie dans les usines d'Izbek et de Kobrov. Ensuite, la production du fusil Mosin-Nagant a été arrêtée pour donner la priorité à la production des SBT, car ces usines avaient déjà de l'expérience, après avoir fabriqué le SBT-38. La production a augmenté très rapidement, et on estime qu'environ 100 000 fusils SBT-40 ont été fabriqués d'ici la fin de l'année. Lorsque les Allemands sont attaqués en 1941, le SBT-40 était largement distribué dans l'armée rouge. Pour 10 soldats soviétiques, 3 étaient équipés du SBT-40, bien que les utilisateurs du SBT aient rarement été formés à son utilisation. Les premiers mois de la guerre furent désastreux pour l'Union soviétique. Des centaines de milliers de ces fusils furent perdus. Pour compenser cette énorme quantité d'armes perdues, la production du fusil Mosin-Nagant fut réintroduite. Au contraire, le SBT-40 était plus difficile à produire et les troupes peu entraînées avaient du mal à l'utiliser correctement. De plus, des fusils comme le pistolet Pulemyot Shpagina 41 avaient éprouvé leur valeur en tant qu'arme simple et bon marché, mais efficace pour augmenter la puissance de feu de l'infanterie. Cela a également conduit à une réduction progressive de la production du SBT-40. En 1942, il a été ordonné à l'arsenal d'Izbek d'arrêter la production du SBT-40 et de reprendre celle du Mosin-Nagant. Seulement 246 000 SBT-40 furent fabriqués en 1942, et la production continua de diminuer jusqu'à ce que son arrêt total soit ordonné en 1945. La production totale des SBT-38 et des SBT-40 fut probablement d'environ 1 point. 6 millions de fusils, dont 55 000 étaient la version de tireur d'élite du SBT-40. Au combat, on a observé que le SBT-40 souffrait d'une dispersion verticale du tir. C'est mauvais pour un fusil,
Mais c'est inacceptable pour un fusil de tireur d'élite. C'est pourquoi, en 1942, la production de la version de tireur d'élite a été annulée. De même, le fraisage des rails pour les supports de lunettes télescopiques a été abandonné sur les fusils standards, afin de pallier la pénurie de mitrailleuses dans l'armée rouge. En 1943, une version avec option de tir automatique a été produite, appelée ABT-40. Extérieurement, elle était très similaire au SBT, mais sa sûreté faisait également office de sélecteur. Un chargeur de 15 ou 20 cartouches a également été conçu pour être utilisé avec l'ABT. Celui-ci était généralement très peu fiable car il supportait le double de l'effort pour lequel il avait été conçu. C'est pourquoi il a rapidement été abandonné. Le premier pays en dehors de l'Union soviétique à utiliser le fusil SBT fut la Finlande, qui captura environ 4000 SBT-38 pendant la guerre d'hiver, et plus de 15 000 SBT-40 pendant la guerre de continuation. Le SBT a été largement utilisé par les Finlandais, malgré le fait que les pannes et les ruptures étaient fréquentes, en raison de la munition différente et du régulateur de gaz mal réglé. Les Allemands nationaux socialistes et d'autres pays de l'Axe capturèrent des centaines de milliers de fusils SBT pendant la Grande Guerre patriotique. Comme les Allemands ne disposaient pas de nombreux fusils semi-automatiques fiables, le SBT qu'ils appelèrent SIG 259R fut largement utilisé par eux contre leurs anciens propriétaires. Un manuel du SBT fut même publié en allemand. Après la guerre, les SBT furent retirés du service actif, réparés et stockés comme réserve. Les nouvelles armes en service, comme les carabines Samozariadny Carabine Systemi Simonova et l'AK-47, rendirent rapidement le SBT obsolète, qui fut complètement retiré du service actif en 1955. Des centaines de SBT ont été vus entre les mains de révolutionnaires cubains en 1959. Et ils ont été utilisés pour renverser l'ancien gouvernement de Cuba en Union soviétique. Les SBT ont été conservés en réserve jusqu'aux années 90, lorsque plusieurs de ces fusils ont été vendus à l'étranger, avec d'autres armes militaires souveraines russes. Le SBT était une arme extrêmement répandue, et utilisée par les deux camps sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa courte période de service, il a eu un grand impact sur les conceptions de fusils européens, pendant et peu après la fin de la guerre. Des armes comme la carabine Samozariadny Carabine Systemi Simonova, le fusil suédois, AGM-42, et le fusil Köby-43 montrent une influence claire du SBT. Le Fabrique nationale fusil automatique, léger et son prédécesseur, Fabrique nationale 49, utilise le même système de verrouillage et de fonctionnement que le SBT. Mais l'influence du SBT sur ces conceptions est très débattue, et on ne sait pas avec certitude si ces modèles ont été influencés par le SBT. En action, le SBT a eu ses problèmes. La principale faiblesse du SBT au combat n'était pas ses défauts, mais le fait que la forte demande en armes a poussé les usines soviétiques à préférer des conceptions beaucoup plus simples, qui pouvaient être produites en plus grande quantité et en moins de temps. Ça ne sert à rien d'avoir un excellent fusil si tu ne peux pas équiper toute ton armée avec. C'était un fusil à fonctionnement par gaz, avec un piston à course courte situé au-dessus du canon, et un verrou oscillant, pionnier de cette configuration largement utilisée. Il y a un certain débat pour savoir qui a exactement été le premier à concevoir ce système de fonctionnement. En effet, le système fusil semi-automatique ressemble considérablement aux conceptions contemporaines de Dieudonné Saïb, le créateur du Fabrique nationale fusil automatique léger. En ce qui concerne ses spécifications, il pesait environ 3,85 kg à vide, avait une longueur de 1226 mm et une longueur de canon de 625 mm. Il utilisait la munition 7,62 par 54. La même que le Mosin Nagant, et il avait une portée effective de 500 mètres et de 800 mètres avec une lunette télescopique. Il avait des chargeurs courbes de 10 balles et une vitesse de sortie de 840 mètres par seconde. Celui-ci est équipé d'une baïonnette et d'un chargeur amovible de 10 cartouches. La boîte de mécanisme avait la partie supérieure ouverte, ce qui permettait de recharger l'arme avec les lames chargeurs de 5 cartouches du Mosin Nagant.
Chaque fusil était généralement livré avec 3 chargeurs. C'étaient des caractéristiques extrêmement avancées pour l'époque, avec le régulateur de gaz, le frein de bouche et les rainures pour monter des lunettes de visée usinées dans la boîte de mécanisme. La version pour Falco tireur possède une rainure supplémentaire pour installer le support de lunettes télescopiques modèle 35XPU, qui est légèrement plus courte que la lunette utilisée sur les versions de Sniper du Mosin Nagant.